Nous poursuivons ce paragraphe sur les sous-espaces stables par un endomorphisme par l'interprétation matricielle des sous-espaces stables. Si je prends E un cas espace vectoriel de dimension finie et U un endomorphisme, je prends grand F un sous-espace vectoriel de E, stable par U. Et je prends B, une base de E adaptée à F, c'est-à-dire une B, une base qui est la concaténation d'une base de F et d'autres vecteurs que j'appelle B2. Alors, la matrice de U relativement à la base B est une matrice par bloc, avec un bloc de 0 ici. C'est-à-dire qu'elle sera de la forme AB0C, où A est la matrice relativement à BF de l'endomorphisme induit par U sur F. De la même façon, si E se décompose comme somme directe de sous-espaces vectoriels supplémentaires, avec pour tout i FI stable par U, et B une base de E adaptée à cette décomposition, alors la matrice de U relativement à B est une matrice diagonale par bloc, les blocs diagonaux étant les matrices relativement à BI des endomorphismes induits par U sur FI. Alors, faisons la démonstration de ça. Pour le point 1, surtout, parce que le point 2 sera très proche du point 1, je prends BF E1ER une base de F, et B donc E1ER, ER plus 1 jusqu'à EN. Donc je démarre par des vecteurs de F. Quand je regarde la matrice de U relativement à B, ça consiste, pour la première colonne par exemple, à calculer U de 1 et à le décomposer dans la base E1 jusqu'à EN. Mais comme E1 est dans F et que U de 1 appartient à grand F, puisque F est supposé stable par U, U de 1 se décomposera comme combinaison linéaire de E1 jusqu'à ER. Ce qui signifie que dans U de 1 dans la première colonne, j'aurai des coordonnées selon E1, ER et des zéros après. Donc j'obtiens bien que pour tout J entre 1 et R, la Jème colonne de la matrice qu'on cherche, ça représente la décomposition de U de J dans la base B. Mais comme U de J appartient à F, puisque F est stable par U et que EJ appartient à F, U de EJ est combinaison linéaire de E1ER. D'où je n'aurai que des zéros sur les n-R dernières composantes. D'où le bloc de 0 qui est en bas à gauche. Et enfin, la matrice relativement à BF de UF, ça revient à décomposer UF de EJ, qui vaut U de EJ, dans la base E1ER. Et donc ce qui correspond exactement au bloc de la matrice A. Le point 2, c'est le même, si ce n'est que les EJ sont dans FI, donc U de EJ dans FI, ce qui me donne le fait que U d'un vecteur qui est dans F2 sera dans F2, ce qui fera que j'aurai des zéros avant, des zéros après, et ce qui expliquera un bloc diagonal, où ce bloc diagonal, c'est la matrice de l'endomorphisme induit par U sur F2 relativement à B2, la sous-famille dans la concaténation qui correspond au vecteur de la base de F2. Remarquez qu'il y a une espèce de réciproque au point 1. Si vous avez une matrice par bloc, ça veut dire que si vous appelez E1, ER les premiers vecteurs de la base, qui correspondent au R première colonne, alors U de chacun de ces vecteurs-là n'aura pas de composante selon ER plus 1 EN, c'est-à-dire que E1, ER sera aussi stable par U. Donc si on a une matrice triangulaire par bloc, on peut identifier des sous-espaces stables, qui seraient en l'occurrence ici le vecte de E1, ER, si j'avais un bloc R, si j'avais ici un bloc R linéaire colonne de 0. Donc là, ça donne un lien entre les sous-espaces stables, les endomorphismes induits et le calcul matriciel, auquel on a recours souvent parce que d'un point de vue calculatoire, il est efficace.